Je vais vous introduire la thématique de notre journée et déjà le titre. Le féminisme est-il soluble dans l'institution? Alors pourquoi cette ironie sous-jacente dans ce titre de notre troisième journée des Assises? Et je précise bien que cette journée a été conçue et organisée par Michel Bozon, par Mathieu Arbogast et moi-même, et discutée au sein d'une commission d'organisation plus large, la commission qui a organisé toutes ces assises. Et tout ceci est quand même vraiment le fruit d'une réflexion collective sur un assez long terme. Alors, pourquoi cette ironie? Eh bien, l'ironie, c'est déjà un clin d'œil à l'humour féministe, et on ne dit pas assez, on ne souligne pas assez que le féminisme, c'est aussi de l'humour. Et cet humour, on doit en souligner l'efficacité historique comme agent de transformation sociale et symbolique. Et on peut relever aussi l'utilité aujourd'hui d'une impertinence stimulante et subversive pour aller au-delà du consensus et de la traversée des apparences. L'ironie renvoie également à cette crainte qui animait le féminisme des années 1970 face aux institutions, quelles qu'elles soient, la famille, l'école, la médecine et bien sûr l'État, autant de bastions que les années 68, pour reprendre l'expression lancée notamment par Michel Zancarini, voulaient ébranler, abolir, contourner ou réinventer, mais surtout pas investir. Et Pascal Molinier, dans sa conclusion de la session précédente consacrée au privé et aux mutations de la parentalité notamment, soulignait combien le rapport à la famille avait changé au sein du questionnement féministe d'aujourd'hui et combien il était désormais, de façon surprenante, présent. Même si le recours à la loi était reconnu comme absolument nécessaire par la grande majorité du mouvement de libération des femmes, la méfiance à l'égard de l'institution, entre guillemets, avec un grand I, allait de pair avec la volonté de préserver l'autonomie du mouvement, de préserver aussi l'autonomie des femmes, comme des éléments structurels essentiels au féminisme. La rhétorique féministe opposait alors nettement mouvement des femmes et institutions de l'autre côté, ou militantisme et institutions, supposant une frontière assez nette et très problématisée entre un dehors et un dedans, entre un vrai féminisme et un féminisme de moindre portée, voire dévoyé. Tout ce qui s'éloignait d'un cercle premier se voyait difficilement reconnaître une légitimité, et une légitimité qui peut-être est accordée plus volontiers dans un regard a posteriori, comme celui que porte l'histoire, la sociologie historique ou la science politique aujourd'hui sur le passé. Mais rappelons aussi la force de l'antiféminisme dans les années 70 et une perception du féminisme qui était globalement très négative, même quand les propositions égalitaires devenaient un tout petit peu plus consensuelles et que commençaient à émerger les premières structures ministérielles en charge de la condition féminine. Les années 80 marquent certainement un tournant fondamental avec l'élection de François Mitterrand au pouvoir et ce qu'elle offrait d'opportunités et de formes de reconnaissance, notamment avec la création d'un ministère des droits de la femme, dirigé par Yvette Roudy. Il s'agissait aussi d'une évolution interne au mouvement féministe qui commençait à s'essouffler dans sa dynamique utopique et aspirait davantage à entrer dans le système, selon l'expression de l'époque. Une époque qui voyait par ailleurs le nombre des actrices du mouvement être davantage en position de s'exprimer, de se mobiliser au sein de leur propre champ d'activité professionnelle, dans les universités ou au sein des arcanes du pouvoir politique. Et notons que cette évolution est largement internationale, c'est qu'on trouve les mêmes types de processus dans les pays occidentaux. Les débats portaient alors fréquemment dans les années 80 sur les dangers ou au contraire les ressorts de cette institutionnalisation dont nous étions les témoins ou les actrices ou les acteurs, ou du moins le débat portait sur la collaboration et quel type de collaboration avec les institutions. Certaines féministes, comme la philosophe Françoise Collin, insistaient sur les dangers de cette institutionnalisation, la perte de sens et de subversion qu'encourait le féminisme, sur la fin d'une certaine liberté, condition même de la libération. Une approche qui, je pense, donne encore à réfléchir. Depuis, la controverse pour ou contre l'institutionnalisation semble cependant largement s'être apaisée.
Les liens entre féminisme au pluriel et institutions au pluriel n'ont cessé de se développer jusqu'à invalider parfois la distinction entre ces différentes formes d'action, tandis que la proposition égalitaire est devenue plus consensuelle. Pourtant, on distingue bien une nouvelle sphère qui est celle d'un féminisme institutionnel, c'est-à-dire porté par des institutions, par l'État en particulier dans le contexte français. Ce féminisme institutionnel, désormais objet de thèse et de recherche, a acquis une légitimité, une visibilité incontestable et a donné à la cause des femmes et du genre un levier d'action efficace et à une échelle plus large, quelles que soient les nouvelles contradictions ou les mutations qui en découlent. Au plan européen, national, régional ou communal, ce processus d'institutionnalisation a donné naissance à des structures plus ou moins pérennes, à coloration politique différente selon qu'elles sont initiées par des gouvernements de gauche ou de droite. Parmi ces structures, des services des droits des femmes, des ministères, des instances consultatives, des chargés de mission, des missions de service public confiées à des associations, missions d'écoute, d'information, d'hébergement d'urgence, de soutien aux victimes, on pourrait en citer bien d'autres. Ce féminisme institutionnel a donné lieu à des politiques publiques ciblées à visée égalitaire. Elle a donné lieu à des lois, à des politiques de prévention, des politiques incitatives, puis toutes sortes de manifestations, des chartes, des prix pour encourager la recherche féministe ou des actions féministes. Le féminisme institutionnel s'est développé à l'échelle aussi internationale et en phase avec l'internationalisation des questions de genre. On aura l'occasion de reparler au cours du débat de l'importance de la conférence de Pékin et de sa plateforme d'action, des objectifs du millénaire et de l'action des institutions européennes. Cette année, plusieurs réunions féministes ont évoqué à quel point le CEDAW, la Convention pour l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes au sein de l'ONU, dont Françoise Gaspard, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, a été une ardente participante, combien cette convention ne devait pas être négligée comme outil militaire, y compris en France. L'IEC elle-même, donc l'Institut Émilie du Châtelet, elle-même est le fruit d'une volonté politique, celle de Marc Lipinski en particulier, dont on a rappelé l'importance et qui nous fait lui aussi l'honneur d'être parmi nous et d'avoir accepté la tâche difficile de conclure notre journée. Il faut insister sur l'importance de cette volonté politique, de sa volonté, de la volonté politique en général, pour promouvoir au sein de la région d'Île-de-France, mais dans d'autres institutions aussi, la recherche sur les femmes, le sexe et le genre. Si on peut parler à propos de ces différents types d'initiatives de féminisme institutionnel, soulignons combien elles ont été et sont encore largement irriguées, inspirées et soutenues par le militantisme. Et là encore, l'IEC est intéressante à observer, puisque comme Nicole Mosconi nous l'a rappelé, elle offre bien un exemple de synergie entre institutions, militantisme et recherche. Le militantisme associatif a lui-même été remodelé par l'importance des initiatives institutionnelles, par le biais de soutien financier, mais aussi en fonction d'axes prioritaires, inspirés par les études de genre, mais retraduits en fonction des agendas politiques, promouvant par exemple différentes déclinaisons de l'égalité, égalité des chances, parité, lutte contre les discriminations, aujourd'hui diversité. Le militantisme, c'est souvent aussi, par l'intermédiaire de cette impulsion institutionnelle, professionnalisée, dans un contexte d'ailleurs de refus du militantisme en général. Et ce militantisme a souvent redéfini ses objectifs en lien avec le potentiel institutionnel. On remarque d'ailleurs à quel point les institutions européennes sont devenues une force non négligeable d'inspiration, même si les formes que prennent ce féminisme militant et institutionnel continuent bien sûr de différer d'un pays à l'autre. Notre interrogation ne veut pas se borner à l'action de ces structures. Elle comprend aussi un questionnement sur ce que peut signifier le féminisme dans l'institution, c'est-à-dire l'initiative militante inspirée par le féminisme au sein même des institutions. On insistera alors sur l'importance des initiatives individuelles ou associatives qui jouent un rôle déterminant en amont du féminisme institutionnel pour en inspirer les grandes lignes à travers le lobbying, l'expertise, la participation à diverses commissions, missions, un rôle essentiel
pour la conception des politiques publiques est même devenue une stratégie prédominante. Mais est-ce parfois au détriment d'actions en direction du social? On pourra se poser la question. L'institutionnalisation, prise au départ comme une victoire arrachée, peut-elle aussi entraîner une certaine paralysie si on ne lui donne pas les moyens nécessaires ou si on ne tient pas compte de ses propositions? On peut aussi désigner par féminisme dans l'institution les démarches qui portent les problématiques de genre au sein des universités ou des organismes de recherche, par exemple, soit par des actions spécifiques pour changer les structures dans un sens plus féministe, soit par des initiatives qui visent à développer et à diffuser la thématique du genre dans des revues, des manuels ou autres initiatives de recherche. C'est ainsi que nous avons conçu nos deux thématiques d'aujourd'hui, nos deux tables rondes. Donc, dans un premier temps, celle concernant les politiques publiques saisies par le féminisme, puis un deuxième table ronde, féminisme, savoir et institutions. Donc cette première table ronde va vous être présentée et animée par Michel Bozon. Donc je présente et ensuite nous leur laisserons la place. Donc Michel Bozon est directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques et sociologue, et il est membre du comité de direction de l'Institut Émilie du Châtelet. Et après des travaux sur la sociabilité et sur le couple, ses recherches se sont portées sur la sexualité et sur le genre en France, en Amérique latine. Il est l'auteur de Sociologie de la sexualité et par ailleurs de La formation du couple avec François Héran et d'enquête sur la sexualité en France avec Nathalie Barros à la découverte. Il est membre du comité directeur de l'Institut Émilie du Châtelet.